Donc Benjamin écrit à quel point finalement la fidélité dans la restitution de la forme rend difficile la restitution du sens. C'est ce qui s'entend de soi-même. Il y a césure entre une visée qui serait la restitution du sens et ce qui serait la restitution de la structure syntaxique du texte. Dans la mesure où la pure langue est cela où prédomine la lettre, la traduction accentue cet élément, mais elle peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire affaiblir la structure syntaxique au bénéfice du sens. On peut pousser ce processus à la limite, ce qu'aucun original ne peut faire. C'est la grande nouveauté de la traduction par rapport à un original. Le processus d'évitement du sens peut être mené très loin. Pour Benjamin, à propos de Hölderlin, jusqu'à la folie. Ici va apparaître une autre métaphore sur la traduction dont nous avons déjà parlé, qui est celle de l'amphore. Benjamin prend l'image d'une amphore brisée en 1000 morceaux. Pour la reconstituer, il s'agirait d'adjointer les fragments les uns aux autres, dans les endroits où ils peuvent s'adjointer. Le mouvement de la traduction va être cela. Au lieu de se rendre semblable au sens de l'original, la traduction doit bien plutôt, dans un mouvement d'amour et jusque dans le détail, faire passer dans sa propre langue le mode de visée de l'original. Ainsi, de même que les théories deviennent reconnaissables comme fragments d'une même amphore, original et traduction deviennent reconnaissables comme fragments d'une langue plus grande. L'ajointement des langues entre elles à leur point de fracture et de réunion ne sera possible que dans la littéralité. Pour Benjamin, loin de produire une espèce de mélange informe des deux langues, les deux langues vont se compléter. Ce qui, pour les détracteurs de la littéralité, est un sabir. Pour le traducteur littéral, c'est l'ajointement des deux langues point par point. Et Benjamin ajoute « Et c'est bien pourquoi la traduction ne peut que renoncer au projet de rien communiquer, faire abstraction du sens dans une très large mesure, et l'original ne lui est à cet égard essentiel que pour autant qu'il a épargné au traducteur et à son œuvre la peine et l'ordonnance de ce qui est à communiquer. » Dans la perspective de Benjamin, si la finalité de la traduction c'est la création de la pure langue, aussi important que soit l'original, il est tout de même moins important que cette finalité qui est celle de l'accomplissement de la langue. Si on pose ce but messianique à la traduction, il faut dire alors que pour le traducteur, l'original n'est qu'un prétexte pour donner libre envol à ce langage qu'il voudrait créer. On peut considérer que c'est une hyperbole de Benjamin, mais c'est dans la logique de ce qu'il affirme. On retrouve ce parallèle dans le statut que Benjamin accorde à la critique par rapport à une œuvre. Il y a toujours quelque chose dans le mouvement de l'activité critique qui fait que celle-ci se considère comme plus importante que l'œuvre elle-même. Benjamin formule par exemple que la critique est la mortification des œuvres, ce qu'on ne peut entendre que de cette manière. La critique est la mise à mort des œuvres qui fait jaillir quelque chose de plus élevé, les fragments d'un monde meilleur, dans les affinités électives de Goethe. Vous retrouverez cela aussi chez Blanchot d'une autre manière, dans ses affirmations selon lesquelles le mouvement qui conduit à l'œuvre compte plus que l'œuvre achevée. Il y a là un bouleversement de la perspective traditionnelle pour laquelle l'original reste le fondement et la traduction est toujours défaillante. Benjamin poursuit avec une nouvelle citation qui n'a pas tout à fait le même statut que les deux autres. En arche en hologos, traduite par im Anfang war das Wort, dans le principe était le verbe. Cette citation de l'Évangile a acquis tant d'autonomie par rapport au texte dont elle provient qu'elle est à peine une citation. En tout cas, on ne peut pas la considérer de la même manière que les citations de Mallarmé et de Panwitz. On a ensuite, en face du sens, c'est un droit et même une nécessité pour la langue du traducteur de se laisser aller, afin de ne pas faire résonner la visée intentionnelle du sens comme une simple restitution, mais plutôt son propre mode de visée comme une harmonique, comme un complément à la langue dans laquelle se communique la visée du sens. À abandonner la visée de la restitution du sens conduit à tenter de faire que les deux langues viennent se compléter par la littéralité, d'où ce passage qui est tout à fait fondamental pour la pratique et pour la critique des traductions. C'est pourquoi, surtout à l'époque où elle paraît, le plus grand éloge qu'on puisse faire à une traduction n'est pas qu'elle se lise comme une œuvre originale de sa propre langue,
La thèse de la théorie de la traduction, comme corollaire de la restitution du sens, c'est qu'une traduction ne doit jamais paraître comme une traduction, ne doit pas avoir l'air d'une traduction, elle doit paraître naturellement née dans la langue traduisante, elle doit disparaître comme traduction. Cette auto-oblitération de la traduction, nous l'avons dit, a comme corollaire une auto-oblitération du traducteur. Disons qu'elle apparaît comme un original qui n'aurait été fait par personne. Et Benjamin poursuit, au contraire, ce que signifie la fidélité dont la caution est la littéralité, c'est que l'ouvrage puisse exprimer la grande nostalgie d'une complémentation de la langue. Une fois encore, cette complémentation ne s'accomplit jamais entièrement. Jamais les deux langues ne passent l'une dans l'autre. Dans la traduction s'opère le processus inverse, une sorte de refoulement dans lequel fatalement la langue traduisante vient repousser la langue traduite, puisqu'elle n'est plus là. Elle peut la réappeler pour vivre en écho, mais elle n'est pas là. La langue étrangère qui viendrait compléter la langue traduisante est là sur le mode de la nostalgie, sur le mode du lointain. Pour l'image que nous avions vue de l'écho du massif forestier de la langue, il s'agit ici d'une véritable théorie du lointain. Le traducteur, par rapport à la forêt de langue dans laquelle vit l'original, est dans une position où cette forêt est toujours lointaine. Cette image du lointain revient dans la mesure où le traducteur laisse l'œuvre dans son massif forestier et n'en retient que l'écho. La traduction existe sur le mode du lointain, elle doit laisser l'original loin et sa langue aussi. La traduction se doit à une tâche totalement contradictoire, rapprocher infiniment la langue de l'original et en même temps poser les deux langues à une distance infinie l'une de l'autre. La vraie traduction, c'est cela. Voilà ce qui permet de distinguer la vraie de la fausse littéralité. Il y a également une phrase tout à fait essentielle, presque historique pour la traduction, quand Benjamin dit « La vraie traduction est translucide ». La traduction n'est pas transparente comme traduit Candillac. Elle est comme un milieu translucide. Elle laisse passer la lumière de l'original, elle ne s'interpose pas entre l'original et la langue. Elle ne cache pas l'original, elle ne se met pas devant sa lumière, mais c'est le pur langage que simplement comme renforcé par son propre médium, elle fait tomber d'autant plus pleinement sur l'original. Cette proposition n'est pas en contradiction avec le fait que dans une pratique de la traduction qui rejette la restitution du sens, et donc la traduction qui s'auto-efface, on a à la fois une traduction qui est translucide et qui apparaît comme traduction. Benjamin tient les deux choses ensemble. Le texte de la traduction doit apparaître comme une traduction et pas du tout comme un original. Et la traduction ne peut apparaître que si elle opère des distorsions dans la langue traduisante. Si elle veut apparaître dans la texture du texte, elle ne peut le faire que parce qu'on sent la langue étrangère derrière et dedans, comme un élément étranger. Elle n'est pas transparente, au contraire. La théorie de la transparence en traduction, c'est la théorie du sens. Mais pour autant qu'elle n'est pas transparente, elle est quand même durchscheinend, translucide. A l'inverse, la traduction qui est axée entièrement sur la restitution du sens n'est pas du tout translucide. Elle se place devant l'œuvre, la barre complètement, puisqu'elle fait croire que la traduction est un original. Il n'y a pas de plus grand rejet de l'œuvre que de faire croire que la traduction est un original, tout en affirmant qu'elle ne l'est pas. La traduction sort de ce réseau fallacieux quand elle apparaît, mais que dans son apparition, elle ne casse pas l'original, mais s'ouvre à lui de manière rayonnante. Benjamin dit que c'est par la littéralité qu'on obtient cela, et notamment la littéralité syntaxique. Mais c'est la pure langue que simplement, comme renforcée par son propre médium, elle fait tomber d'autant plus pleinement sur l'original. Dans la mesure où dans la traduction l'élément de la lettre est devenu prédominant, l'original se trouve rapproché de la pure langue. C'est ce que réussit avant tout la littéralité par la transposition de la syntaxe. La fin du paragraphe est difficile à éclairer. C'est ce que réussit avant tout la littéralité dans la transposition de la syntaxe. Et précisément, elle montre que le mot, non la proposition, est l'élément originaire du traducteur. À première vue, cette phrase est incompréhensible, car si le travail, la tâche du traducteur consiste à opérer des transpositions dans l'ordre de la syntaxe, à reproduire le système de liaison dans sa prolifération, on ne voit pas alors comment l'élément originaire du traducteur serait le mot, c'est-à-dire l'opposé de la syntaxe.
La phrase qui suit est encore plus obscure, car la proposition est le mur devant la langue de l'original, la littéralité et l'arcade. Je pense qu'on peut interpréter ces deux phrases en les rapportant d'une part à la citation de Mallarmé et d'autre part en prêtant attention au terme allemand qui signifie littéralité, Wortlichkeit. Dans Wortlichkeit, il y a Wort, le mot. La littéralité, c'est le mot d'amour. La littéralité paraît donc aller dans un double sens vers la restitution de l'agencement syntaxique, qui serait le principal travail du traducteur, selon Benjamin, et vers la restitution des mots, qui eux seraient l'élément originaire du traducteur. On peut peut-être distinguer ce qui est l'élément originaire du traducteur et ce qui est sa tâche propre. Ça ne mène pas très loin. Par contre, si l'on reprend la citation de Mallarmé et les réflexions qui l'ont accompagné, le propos de Benjamin s'éclaire peu à peu. Dans le texte de Mallarmé, on ne trouve pas des phrases ni des propositions. La proposition pour la philosophie, pour l'école allemande, c'est der Satz, la proposition avec sujet, verbe, prédicat. C'est un texte dans lequel ces éléments-là ont sauté au profit néanmoins d'un agencement syntaxique qui, lui, existe, mais qui est plus complexe. Quand on fait sauter les éléments qui sont de l'ordre de la logicité, le mot allemand der Satz se rapporte aux éléments qui sont de l'ordre de la logicité. On tombe effectivement sur des mots qui vont se comporter les uns vis-à-vis des autres sans liaison apparente. Mais cela va produire la syntaxe. Benjamin, apparemment, ne peut pas employer le mot syntaxe dans le sens d'agencement logique, sinon le passage serait incompréhensible. La syntaxe est cet agencement supralogique que l'on va trouver chez Mallarmé quand les éléments logiques ont sauté. S'il y a une corrélation entre les agencements logiques et les unités de sens, il y a une corrélation entre les agencements de mots et les débordements syntaxiques qui, après tout, sont faits de mots. De ce point de vue-là, il n'y a plus d'opposition à dire que l'élément originaire du traducteur est le mot, et en même temps que sa tâche fondamentale est la transposition, le transfert de la syntaxe, parce que le mot se déploie dans l'élément de la syntaxe, non dans l'élément de la phrase. Si nous revenons par exemple au texte de la religieuse portugaise, il est évident qu'il serait facile de le réécrire selon un agencement logique plus clair. En le laissant tel quel, on se trouve face à des mots qui sont agglomérés selon des modes de liaison où toutes les catégories grammaticales ont acquis un haut niveau d'irrationalité. Je citerai un autre exemple proposé par Jean-Paul Gou qui peut éclairer la corrélation entre une syntaxe livrée à elle-même et la façon dont elle joue avec les mots, façon qui n'a rien à voir avec un agencement logique des propositions. L'exemple est tiré de Au château d'Argol de Julien Gracq, un grand provocateur en ce sens. Et cependant, de quelque anormale urgence que témoigna la rectitude de cette tranchée, ou comme si, dans une planète habitée par des géomètres fous, on eût considéré comme de première nécessité de peindre d'abord les méridiens sur le sol, le caractère de pure direction semblait sans la moindre idée de but se suffire à lui-même dans sa convaincante affirmation. Quand on lit ce passage, le sens échappe, la construction est non logique. C'est une syntaxe qui est montée en graines, qui tente à développer ses potentialités et à travers lesquelles les mots apparaissent très purement. Par ailleurs, ne serait-il pas exact de dire que Mallarmé a plutôt supprimé les éléments prépositionnels que les éléments syntaxiques? Tout ceci nous conduit à penser que ce qui est de l'ordre de la proposition va faire obstacle à la littéralité. Nous pouvons essayer d'interpréter la phrase de Benjamin dans ce sens et du coup éclairer cette image. La proposition est le mur devant la langue de l'original et la littéralité est l'arcade. Si l'on traduit des phrases de ce genre en les remodelant logiquement selon des processus de rationalisation, d'embellissement, d'éclaircissement, processus que nous avions analysés au début du séminaire de l'année dernière, on obtiendra sans peine des chaînes de propositions. Nous pouvons donc dire, comme Benjamin, que ces chaînes de propositions dressent en effet un mur devant la langue de l'original, un mur qui barre l'accès à cette langue. Beaucoup de traducteurs qui ne se préoccupent que du sens passent leur temps à construire des murs devant la langue de l'original. Le traducteur de Guerre épée de Tolstoï, par exemple, disait que toute traduction est un peignage. Un peignage, nous savons ce que cela signifie en édition.
c'est agencer le texte selon l'ordre des propositions. Le texte devient ainsi un mur dont la littéralité va être l'arcade, l'ouverture. Le texte qui produit la littéralité n'est pas un texte achevé, c'est un tissu lâche. Traduire littéralement signifie tantôt traduire mot après mot, tantôt reproduire les structures syntaxiques, ce qui n'est pas exactement la même chose. Dans tous les cas, il y a accentuation à la traduction de l'élément de la lettre, qu'il soit dans le mot lui-même ou dans l'agencement des mots dans la syntaxe. Le texte de Mallarmé est éclairant à cet égard. Il n'est plus fait de propositions. Une structure syntaxique libre surgit. C'est la fameuse écriture mallarméenne, une écriture qui a eu sa descendance, qui peut être imitée, mais dont on ne peut pas dire quel est le style de Mallarmé. C'est un style, comme il le disait,